Alors aujourd'hui, nous réfléchissons ensemble sur l'Europe. Et puisque dans les questions contemporaines, vous en conviendrez avec moi, l'Europe, l'état de droit, le peuple, la démocratie, toutes ces questions sont vivement débattues, notamment au sein de l'élection de l'élection présidentielle. Et nous allons commencer aujourd'hui, évidemment, par l'Europe. L'Europe est là, puisque en fait, on a mis en cause l'Europe au nom de la nation, mais l'Europe, ce n'est pas simplement des institutions, ça a été d'abord une idée qui a une longue histoire, et une longue histoire qui intéresse la France, qui implique la France, et c'est pourquoi nous voulons vous faire lire ce texte, entendre ce texte du grand dessein d'Henri IV, qui est d'une certaine façon à l'origine de l'Union européenne du XXe siècle. On vous écoute, cher François. Le grand dessein d'Henri IV. Le grand dessein, c'était de partager avec proportion toute l'Europe entre un certain nombre de puissances qui n'eussent rien à envier les unes aux autres du côté de l'égalité, rien à craindre du côté de l'équilibre. Le nombre en était réduit à 15 et elles étaient 6 monarchies héréditaires, la France, l'Espagne, l'Angleterre, le Danemark, la Suède et la Lombardie, 5 monarchies électives, l'Empire, la papauté ou le pontificat, la Pologne, la Hongrie et la Bohême, 4 républiques, la République de Venise ou seigneuriale, la République d'Italie que l'on peut de même nommer domaine ducal, la République suisse, helvétique ou confédérée, et la République de Belgique, autrement dite province. Les lois et les statuts propres à cimenter l'union de tous ses membres entre eux et à y maintenir l'ordre une fois établi, tant sur la religion que sur la politique, les assurances mutuelles pour la liberté du commerce, les mesures pour faire tous ces partages avec équité et consentement général des parties, le Conseil de l'Europe représentant, comme les États de toute l'Europe, dont l'établissement était sans doute l'idée la plus heureuse, pour prévenir les changements que le temps apporte. Le modèle de ce Conseil général avait été pris sur celui des amphictyons de la Grèce et des modifications convenables à nos usages et à notre climat. Également un certain nombre de commissaires, ministres plénipotentiaires de toutes les dominations de la République chrétienne, continuellement assemblés en corps de Sénat. 4 commissaires pour chacun des potentats, et 2 seulement pour les républiques et les moindres puissances. À l'égard du lieu, on déciderait s'il était plus à propos que ce conseil fût permanent qu'ambulatoire. Je me doute bien que ce projet sera regardé au début comme une magnifique chimère. Mémoire de Maximilien de Béthune, duc de Sully. Oui, vous voyez, ce texte évidemment est écrit en vieux français, donc il n'est peut-être pas toujours, aisément compréhensible. Mais alors, que faut-il en retenir ? Eh bien, tout simplement, d'abord, son point de départ, c'est la volonté d'Henri IV et de Sully d'aller au-delà des divisions religieuses qui désarticulaient l'Europe, puisqu'il y avait 3 religions, n'est-ce pas, à cette époque, c'est-à-dire les catholiques romains, les luthériens et les calvinistes, établir la paix de religion, et deuxièmement, établir la paix entre l'État, l'égalité et l'équilibre des dominations des puissances européennes qui sont énumérées ici. Et alors, évidemment, il y a l'idée que les États vont renforcer leur indépendance et établir cette égalité, cet équilibre, au détriment d'ailleurs, il faut le dire, ce n'est pas dans le texte, mais c'était une idée fondamentale, au détriment de l'Empire, au détriment de l'Espagne, de l'Empire. Et alors, qu'est-ce qui est particulièrement intéressant, n'est-ce pas, dans cette volonté d'établir une république universelle, une république européenne ? Eh bien, ce qui est particulièrement intéressant, c'est le vocabulaire qui est utilisé pour les institutions prévues, mais pas pour faire fonctionner cette Union européenne. Et 2 vocables ont été retenus par les fondateurs de la communauté européenne au départ, c'est-à-dire Jean Monnet, quelques-uns des fondateurs, mais Jean Monnet et Robert Schuman, qui ont repris exactement le vocabulaire et les institutions proposées dans ce grand dessein, c'est-à-dire le Conseil de l'Europe, pour réunir les États, et une commission européenne pour, au fond, mettre en place un exécutif.
Alors, ce grand dessein d'Henri IV, il n'a pas abouti, mais il faut bien dire que, à la vérité, dans les traités de Westphalie dont nous avons déjà parlé, je crois, eh bien, en 1648, on est allé vers un équilibre européen, un équilibre interétatique, et surtout, ce qui est évidemment peut-être plus important pour que les choses finissent par se réaliser, au XVIIIe siècle, l'abbé de Saint-Pierre, Jean-Jacques Rousseau, plus tard même Kant, tous ont parlé, n'est-ce pas, de ce grand dessein d'Henri IV. Et il y a donc, au fond, une origine française, n'est-ce pas, de l'Union européenne. Alors nous savons qu'au XIXe siècle, Victor Hugo, évidemment, s'en est fait le relais, qu'en Allemagne, peut-être je vous interrogerai là-dessus, cher François, le grand livre à la veille, n'est-ce pas, de l'effondrement, malheureusement, de la République de Weimar et la crise de la conscience européenne d'Edmund Husserl, va également dans ce sens, mais à l'opposé, il y a eu aussi l'idée, n'est-ce pas, d'une Europe, mais sur des bases totalement différentes. C'est-à-dire l'Europe, telle que la voyaient Hitler et ses partisans, ou les partis fascistes, une grande Europe, un grand espace européen unique, un espace vital d'un peuple supérieur, le peuple allemand. Eh bien, c'est contre une telle idée que l'Union européenne s'est construite. Et donc, nous en sommes là aujourd'hui. Et alors, que dire encore, n'est-ce pas? C'est que ce projet de l'Union européenne, nous savons qu'il s'est avancé d'abord dans les années 50 par une communauté économique, une communauté de défense, et puis bientôt, en fait, la mise en place d'un ensemble économique intérieur, d'une banque européenne, et à la fin, n'est-ce pas, très récemment, dans les années 90, tout un ensemble de traités juridiques qui défendent évidemment les droits, aussi de rapports de police et de pénalités qui sont au fond utiles pour l'Europe. Et donc, nous savons effectivement que l'Union européenne, telle qu'elle est aujourd'hui, est plus avancée sur le plan économique et sur le plan juridique que sur le plan politique, où elle n'est pas encore, loin s'en faut, achevée. Alors, pour autant, faut-il remettre en question, au fond, cette Union européenne et les États de droit européens qui la constituent? Faut-il, au nom, n'est-ce pas, de la démocratie, comme certains le demandent dans la campagne présidentielle, mettre en cause, n'est-ce pas, les traités européens, l'Europe, même si Marine Le Pen incontestablement a mis de l'eau dans son vin, ne parle plus de sortir de l'Europe, mais en revanche, on s'attaque dans cette campagne présidentielle aux principes même, n'est-ce pas, qui régissent au fond les rapports entre ces États républicains, ces États de droit. Et voici un des débats fondamentaux. Alors je vais commencer par vous, si vous le voulez bien, Alexandre. Au fond, est-ce que vous pouvez nous dire, c'est ma première question, j'ai 2 questions à vous poser, est-ce que vous pouvez nous dire ce que l'Union européenne a pu apporter à l'Europe? La paix, bien sûr, mais qu'est-ce qu'elle a apporté de plus? Et deuxièmement, si on peut et on doit opposer, comme certains le font aujourd'hui, tous les partis populistes, n'est-ce pas, qu'ils soient de gauche ou de droite, la démocratie aux principes de la République, des républiques européennes, qui se sont renforcés les uns les autres mutuellement pour construire cet espace européen. On vous écoute, cher Alexandre. Alors on est un peu pris de vertige en se disant mais qu'est-ce que l'Europe a apporté? Bah ça dépend, mais c'est tellement impressionnant le bilan positif de l'Europe que on ne saurait pas. Mais écoutez, commençons quand même toujours par des exemples concrets. Qui n'a pas connu l'Espagne avec ses paradors créés par Franco pour pour corrompre en fait tout le tourisme européen. Bon, les gens qui résistaient comme mes parents, bon, étaient quand même une petite minorité. Il fallait aller en Espagne, c'était pas cher. Et puis aujourd'hui, bon, les prix sont les mêmes que dans le reste de l'Europe. Oui. Mais il suffit de voir aujourd'hui ce qu'est devenu l'Espagne, ce que sont devenues des villes comme Madrid, comme Barcelone. Ça n'a plus rien à voir. Oui. Et donc, nous sommes sortis non seulement du franquisme, de la misère,
mais de la saloperie aussi de l'Espagne, ce pays de larbins, de délateurs. C'est fini. C'est totalement fini et nous avons une Espagne qui a tourné la page. Mais ce qui vaut de l'Espagne vaut finalement de l'ensemble de... Mais non, ça vaut de la Pologne qui n'a quand même pas interdit l'avortement malgré tous les programmes imbéciles de ces partis cléricaux. Et qui finalement a accepté toutes les avancées créées par la Pologne populaire, c'est-à-dire par la petite poignée de volontaires juifs qui ont exercé leur dictature sur la Pologne pour son plus grand jusqu'en 1956 au moins, et ont finalement fait reculer Khrouchtchev et les soviétiques à ce moment-là. Bon, écoutez, oui, l'Europe aujourd'hui, c'est véritablement une mise à niveau de absolument tous les pays. Personne aujourd'hui ne peut penser à ce qu'était l'absence d'Europe. Regardez par exemple l'Irlande, qui a été à l'avant-garde de l'euro dans les îles britanniques, et qui aujourd'hui est en train d'imposer à l'Irlande du Nord, qui était totalement tirédante, en moins dans sa minorité protestante, finalement une unification de l'Irlande et de l'euro et tout simplement de l'Europe. Comment, Alexandre, c'est ça que je voudrais que vous nous expliquiez, on peut agiter la revendication démocratique, les besoins démocratiques. C'est vrai qu'il y a des difficultés du travail, du niveau de vie aujourd'hui au sein des crises, contre, au fond, cette logique des États de droit qui nous a permis cette prospérité, d'abord la paix. On s'est pas battu les uns avec les autres, comme cela existe à l'autre bout d'Europe, et d'autre part, la garantie de nos droits, les libertés, tout ce qui font la saveur de ce que nous appelons la démocratie. Comment on peut invoquer la démocratie contre l'Europe? La démocratie, c'est pas ce qu'il y a de mieux, hein. Et c'est la raison pour laquelle moi je ne la défends pas. Je défends l'État de droit. Et c'est moi, non. Non, c'est vous qui m'en avez convaincu très jeune. Non, mais moi je suis pas pour l'opposition entre la démocratie et l'État de droit. Ça finira par s'arranger. Oui. Si on laisse le temps se faire. Enfin, pour l'instant, il faut surtout faire taire la majorité. Il faut la faire taire. Mais c'est absolument nécessaire. Et il est évident que si la majorité, c'est aujourd'hui à gauche, Monsieur Mélenchon, et à droite, Madame Le Pen, et tous les nostalgiques de Vichy, d'accord, ils s'expriment, mais ils ne pourront pas s'exprimer très longtemps. Parce qu'il y a un état de droit. Et puis petit à petit, les gens prendront la trouille déjà, fait que les gens sont pour Macron parce qu'ils se disent quand même, ils vont le payer, on va le payer. On voudrait bien effectivement élire Marine Le Pen avec Zouzou, Zemmour, tout ça, mais non, c'est pas possible. Parce que c'est effectivement partant de la 8e place aujourd'hui en Europe, on a la 28e puis la 38e. Oui. Écoutez, ça veut dire beaucoup de gens licenciés, guerre civile, les beurs dans la rue qui mettent évidemment le feu là partout où on les a bafoués. C'est très bien. Faisons ça, allons-y, c'est bon. Non, ce qui va dans votre sens, Alexandre, c'est qu'incontestablement, on s'est rendu compte que la volonté générale pouvait errer, contrairement à ce que nous avait annoncé un partisan de la souveraineté du peuple, c'est-à-dire Rousseau, puisque après ce qui s'est passé avec l'élection tout à fait majoritaire de Hitler, n'est-ce pas, la chancellerie du Reich, ou l'élection ou les plats pouvoirs au maréchal Pétain, nous avons eu le lendemain la mise en cause, évidemment, des républiques. Puis là, les gens ont commencé à changer, mais on leur avait laissé le temps. J'ai pas terminé. Donc, on a mis en place, dans toutes les démocraties d'Europe de l'Ouest, des lois fondamentales qui empêchent, n'est-ce pas, que joue simplement ce qu'on appelle le principe démocratique, c'est-à-dire la loi de la majorité. Et donc, on peut invoquer, comme on l'a fait à Rome, dans la Rome antique, César, le peuple, n'est-ce pas, pour mettre en place une tyrannie, un dictateur ou pire. Voilà. Alors, César, c'était pas mal. Mais cela dit, revenons quand même à cette affaire. Oui. Il y a un document photographique qui a fait le tour du monde et où on voit une dame qui pleure au moment des accords de Munich, qui sont en train de céder de nouveau le pourtour de la Bohème à l'époque, la République tchèque, à l'Allemagne. Et bien entendu, cette femme, cette lamentable personne, elle pleure de joie, bien sûr, parce qu'elle est enfin rattachée au Reich qu'elle attendait de tout son temps. Mais en même temps, c'est ça qui est extraordinaire dans l'ambivalence de la photographie,
eh bien, ces pleurs sont des pleurs de tristesse parce que c'est la guerre. Et non seulement il ne restera rien d'elle, j'espère d'ailleurs qu'elle y est morte, mais que en plus il ne restera plus rien des Allemands dans cette région. Et c'est là où la vérité, l'ambivalence et l'interprétation est si extraordinaire. C'est qu'en effet, Munich, c'est le début des pleurs pour tout le monde. Oui. Alors François, justement, avant Munich, nous avons un grand philosophe, Edmund Husserl, n'est-ce pas, que j'ai évoqué, qui a magnifié une dimension qui est tout à fait oubliée aujourd'hui, et pourtant qui est si fondamentale dans le développement européen, la culture européenne, la crise de la culture européenne. Est-ce que nous vivons une crise de la culture européenne, c'est-à-dire en fait un retournement contre la tradition, n'est-ce pas, de l'Europe, la tradition des États de droit, la tradition des républiques aujourd'hui. Oui. Alors, pour Husserl, ce qu'il faut comprendre, c'est que il ne parle pas de cette Europe qu'on vient de largement évoquer, qui est une Europe moderne, 16-17e siècle. Lui, il cherche une source de l'idée européenne. Il la cherche dans un mode de vie émergent, si on veut. Un mode de vie qu'on n'avait jamais connu. Et ce mode de vie émergent, il le situe dans la période pré-socratique. Mais évidemment, encore plus... Une longue histoire. Absolument. Et alors, quand il dit que l'Europe est une formation spirituelle, il ne parle pas de religion. Il parle en réalité, et assez curieusement, de science. C'est-à-dire qu'au fond, c'est l'esprit pythagoricien. Oui. C'est l'esprit pythagoricien, qui est évidemment un esprit pratique, parce que Pythagore, c'est quelqu'un qui prônait l'harmonie en toute chose, et donc, évidemment, dans les affaires humaines, dans les comportements humains, etc. Mais c'était aussi appuyé, évidemment, sur une idée mathématique, et en particulier, dit Husserl, sur une idée de l'infini. Alors, infini, ça veut quand même dire aussi ce qui n'est pas le fini. C'est un attachement à quelque chose qui n'est pas la finitude d'un certain monde par opposition à l'autre. Il y a donc, si on veut, un universalisme. Et alors, l'idée de Husserl, c'est que des hommes sont nés dans cette Grèce antique qui se sont intéressés à des choses qui concernaient, si on peut dire, tout homme pour toujours. Oui. Début infini de la raison. Alors, on a évidemment, nous, une lignée en philosophie qui, à partir du pythagorisme, essaime dans le platonisme, se retrouve dans le kantisme en tant que philosophie pratique, absolument, et chez Husserl. Qui lui reprend, si on veut, toute cette tradition et qui s'appuie sur un concept qui peut paraître très étonnant dans sa bouche, parce qu'il est semi-culturel, semi-psychologique, c'est ce qu'il appelle le monde de la vie. Mais en fait, ce qui veut dire, c'est un type de comportement donc qui n'avait pas son équivalent et qui ne l'a toujours pas dans les cultures qui ne sont pas européennes. Ce qui fait que, par exemple, si on veut considérer le côté géographique de l'Europe, en réalité, il met ce qu'il appelle les anciens dominions de l'Angleterre, c'est-à-dire en fait les États-Unis, dans la formation spirituelle Europe. Comme aujourd'hui, on met dans l'Union européenne, on met les territoires qui sont devenus européens, qui ont été en quelque sorte européanisés, c'est-à-dire toutes les îles du Pacifique, de l'Atlantique. Ça fait un gros paquet. La Martinique et la Guadeloupe. La Martinique et la Guadeloupe, elles sont dans l'Europe. Alors là, je réserve. Je crois qu'on peut pas aller jusque dans ce détail. En tout cas, comme la définition n'est ni géographique ni proprement historique, qu'elle est en termes de source et de pérennité, si on veut. C'est un type d'homme. Voilà. Il dit l'Européen, c'est un type d'homme. Nous l'avons encore et il est constamment trahi. Alors évidemment, quand il parle en 34, ce qu'il veut dire, c'est que la science biologique raciale est la trahison même de l'esprit européen. Ce qui est vrai, c'est que l'Europe a vécu des grands mouvements spirituels, appelons-les comme ça, qui ont été communs. C'est-à-dire la chrétienté médiévale, la Renaissance, les Lumières, le romantisme, tout ça a partagé également absolument toute l'Europe. Et donc, ajoutons que même le principe, si vous voulez, de l'autodétermination des peuples, qui est entièrement reconnu dans l'Union européenne, le principe, au fond, populaire, le principe national, ne s'est opposé à l'Europe que sous la forme du nationalisme pan-germaniste d'abord, et puis ensuite fasciste. Mais auparavant, il n'y avait pas cette hostilité, n'est-ce pas, à un monde commun de l'espace européen. Alors, Marielle, le docteur David, je vais me tourner vers vous, au fond, pour vous poser des questions qui sont plus à l'échelle des individus, d'une certaine façon. Comment vous expliquez
qu'il y ait ce ressentiment aujourd'hui chez des jeunes, chez les pêcheurs, chez des entrepreneurs, chez des ouvriers contre l'Europe, n'est-ce pas? Comment vous expliquez cette hostilité, au fond, proclamation des circuits courts, du produisons français, de l'État commercial fermé, cher Le Fichte. circuit court, il est dans la tête des protagonistes. Hein. Oui, bon. Je veux dire, en tant que psychanalyste, je dirais... Parlez plus fort, cher Marielle, je vous entends oui, pas. Excusez-moi. Je dirais que c'est assez facile à comprendre pour la bonne raison que dans la vie, on est toujours frustré, on a toujours des difficultés, et que l'esprit français, c'est de se plaindre, de rouspéter, de penser que le chef, c'est de sa faute. Il y a quand même quelque chose comme ça. J'ai un de mes fils qui vit à Shanghai, et les Français sont jamais contents. Alors que les autres pays sont très contents de l'action du consulat. Oui, mais ça n'a pas toujours été à ce point-là, si je puis dire. J'ai autre chose à vous dire. Oui. J'ai autre chose à vous dire. Je pense que le texte que vous nous avez donné est extraordinairement intéressant. Parce qu'on voit que ce qui était de l'Union européenne était déjà chez Louis XIV. Or, dans l'histoire, Henri IV. Voilà. Chez Henri IV, c'était déjà là. Et c'est lui qui a fait l'édit de Nantes. Mais, Louis XIV, en abolissant l'édit de Nantes, a cassé l'œuvre d'Henri IV. Oui, et a contribué par conséquent à ce que dans l'après-coup, il n'y ait que des guerres en Europe. Oui. C'est très récent que l'Europe n'est plus en guerre. C'est uniquement depuis l'effort qu'on a fait depuis Jean Monnet et depuis tous ceux qui ont travaillé avec lui que nous n'avons plus de guerre. Et je pense que ce qu'il faut se dire, c'est que si quelqu'un arrivait et faisait ce qu'a fait Louis XIV par rapport à Henri IV, c'est-à-dire d'abolir l'Union européenne, il peut de nouveau y avoir des guerres. Ah oui, alors écoutez, j'espère que on ne vous entendra, que Dieu ne vous entendra pas, là, ce serait terrible. Non. Mais bon. Je veux dire, je pense que oui, on va non, s'en mais sortir. oui, On va mais s'en alors. sortir. Mais il y aurait un très grand risque. Des remontées impériales à la Louis XIV, il y en a une autre dont nous sommes également responsables, c'est la remontée quand même de napoléonienne en Europe, n'est-ce pas? Il a quand même pas, il s'est avancé jusqu'en Russie par les armes. Ça peut arriver en Europe et il ne faut pas que ça réarrive. Bon, voilà. Mais écoutez, merci à tous, merci beaucoup. Et alors donc la prochaine fois, nous allons réfléchir sur l'état de droit, si vous le voulez bien. Merci.